Nous commençons ce chapitre en discutant comment définir des ensembles. Nous verrons ensuite le vocabulaire de base concernant les ensembles, comme l'union et l'intersection. Puis, nous étudierons les règles de calcul s'y afférents. Nous terminons avec le produit cartésien. Au début du XXe siècle, un éminent professeur peaufinait la rédaction du second tome d'un ouvrage qui souhaitait refonder les mathématiques sur des bases logiques. Il reçut une lettre d'un tout jeune mathématicien. « J'ai bien lu votre premier livre. Malheureusement, vous supposez qu'il existe un ensemble qui contient tous les ensembles. Un tel ensemble ne peut exister. » S'ensuit une démonstration de 2 lignes. Tout le travail du professeur s'écoule. Ce paradoxe a été popularisé par l'énigme suivante. Dans une ville, le barbier rase tous ceux qui ne se rasent pas eux-mêmes. Qui rase le barbier? La seule réponse valable est qu'une telle situation ne peut exister. Rassurez-vous, Russell et d'autres ont fondé la logique et les ensembles sur des bases solides. Cependant, il n'est pas possible dans ce cours de tout redéfinir. Heureusement, vous connaissez déjà quelques ensembles. L'ensemble des entiers naturels, n, 0, 1, 2, 3. L'ensemble des entiers relatifs, z, 0, plus 1, moins 1, plus 2, moins 2, etc. L'ensemble des rationnels, q, c'est-à-dire l'ensemble des quotients p sur q avec p et q entiers. L'ensemble des réels, par exemple 1, racine de 2, pi, etc. Et enfin, l'ensemble des nombres complexes, c. Nous allons dire qu'un ensemble est une collection d'éléments. Par exemple, 0 et 1, rouge et noir, ou 0, 1, 2, 3, etc., qui est l'ensemble des entiers naturels n. Un ensemble particulier est l'ensemble vide, qui est l'ensemble ne contenant aucun élément. On note x appartient à E si x est un élément de l'ensemble E. Si x n'est pas un élément de E, on note x n'appartient pas à E. Une deuxième façon de définir des ensembles est de demander aux éléments de vérifier une certaine propriété. Par exemple, on définit ainsi l'ensemble des réels x qui vérifie valeur absolue de x moins 2 plus petit que 1. De même pour l'ensemble des nombres complexes z, tels que z à la puissance 5 est égal à 1. Enfin, l'ensemble des réels compris entre 0 et 1 s'écrit aussi comme l'intervalle 0,1. Reprenons à la base le vocabulaire sur les ensembles. Tout d'abord, un ensemble E est inclus dans un autre ensemble F si tout élément de E est aussi un élément de F. On dit aussi que E est un sous-ensemble ou une partie de F. Deux ensembles E et F sont égaux si l'on a les deux inclusions, E inclus dans F et F inclus dans E. En termes d'éléments, tout élément de E est aussi un élément de F, et réciproquement, tout élément de F est aussi un élément de E. Nous noterons P de E, l'ensemble des parties de E. Par exemple, si E est constitué des éléments 1, 2 et 3, alors il y a 6 parties inclus dans E. Les singletons 1, singleton 2, singleton 3, les paires 1, 2, la paire 1, 3, la paire 2, 3, et on n'oublie pas l'ensemble vide qui est inclus dans tout ensemble, ni l'ensemble E tout entier qui est inclus dans lui-même. Continuons avec le complémentaire. Si A est une partie d'un ensemble E, le complémentaire de A dans E est l'ensemble des éléments X de E qui n'appartiennent pas à A. Illustrons ceci par un dessin. Si E est représenté par le grand disque et A par le petit disque, alors le complémentaire de A dans E est la partie rouge. On note aussi très souvent ce complémentaire E privé de A ou aussi juste complémentaire de E.
Si l'on a deux parties A et B d'un ensemble E, alors A union B est l'ensemble des X appartenant à A ou bien à B. L'union est ici toute la partie rose. En particulier, un élément de l'union peut appartenir aux deux parties A et B. A inter B est l'ensemble des X appartenant à A et à B, que l'on illustre de la sorte. Voici quelques règles de calcul avec les ensembles. Tout d'abord, A inter B inter C est égal à A inter B inter C. On peut donc écrire A inter B inter C sans parenthèse. Même chose avec l'union, A union B union C est égal à A union B union C. Plus subtil, on a A inter B union C est égal à A inter B union A inter C. Les parenthèses sont indispensables lorsque l'on mélange l'union et l'intersection. On a aussi A union B inter C est égal à A union B inter A union C. Enfin, le complémentaire du complémentaire de A est égal à A lui-même. Et le passage au complément renverse les inclusions. A est inclus dans B si et seulement si le complémentaire de B est inclus dans le complémentaire de A. Le complément échange aussi union et intersection. En effet, le complémentaire de A inter B est égal à complémentaire de A union complémentaire de B, alors que le complémentaire de A union B est égal à complémentaire de A inter complémentaire de B. Illustrons ceci par des dessins. On représente A et son complément, on représente B et son complément. Le complément de A inter B est la partie rose. C'est bien l'union des deux compléments en rose au-dessus. Le complément de A union B est la partie rose. C'est bien l'intersection des deux compléments en rose au-dessus. Voyons comment s'effectue l'épreuve. Nous allons montrer A inter B union C est égal à A inter B union A inter C. X appartient à A inter B union C, si et seulement si X appartient à A et X appartient à B union C. Donc si et seulement si X appartient à A et X appartient à B ou X appartient à C. Donc si et seulement si X appartient à A et X appartient à B ou X appartient à A et X appartient à C. Ce qui est encore équivalent à X appartient à A inter B ou X appartient à A inter C. Ce qui est enfin équivalent à X appartient à A inter B union A inter C. Donc tout élément de A inter B union C est un élément de A inter B union A inter C. Et comme nous avons raisonné par équivalence, tout élément de A inter B union A inter C est aussi un élément de A inter B union C. Les deux ensembles sont donc égaux. Montrons également la propriété complémentaire de A inter B est égale à complémentaire de A union complémentaire de B. C'est parti. X appartient à complémentaire de A inter B est équivalent à ce que X appartienne pas à A inter B, ce qui équivaut à non X appartient à A inter B, ce qui est équivalent à non X appartient à A et X appartient à B, ce qui donne l'équivalence avec non X appartient à A ou non X appartient à B, ce qui équivaut à X n'appartient pas à A ou X n'appartient pas à B,
et ce qui est bien équivalent à x appartient à complémentaire de A, union complémentaire de B. Remarquez que pour ces démonstrations, nous sommes repassés aux éléments de l'ensemble et qu'en fait nous avons reformulé les propriétés des opérateurs logiques et ou non. Il nous reste à définir le produit cartésien de deux ensembles E et F. E croix F est l'ensemble des couples XY où X est un élément de E et Y un élément de F. Vous connaissez déjà R2 qui est R croix R, c'est-à-dire l'ensemble des couples XY, X et Y appartenant à R. Autre exemple, 0,1 croix R, c'est l'ensemble des couples XY où X est compris entre 0 et 1 et Y appartient à R. Cela correspond à une bande verticale infinie. On peut faire plusieurs produits. 0,1 croix 0,1 croix 0,1, c'est l'ensemble des triplets X, Y, Z avec X, Y et Z compris entre 0 et 1. Cela correspond à un cube dans R3. Travaillez les bases en profondeur avant de poursuivre. Pour passer d'un ensemble à un autre, nous allons définir les applications. Puis nous verrons deux concepts, l'image directe et l'image réciproque. Une application ou une fonction f de E vers f, c'est associer à chaque élément x de E un unique élément f de x appartenant à f. Nous représenterons les applications par deux types d'illustrations. Tout d'abord, à l'aide de patates. L'ensemble de départ et celui d'arrivée est schématisé par un ovale. Ces éléments par des points. L'association à x, on associe f de x, est représentée par une flèche. Une flèche doit partir de chaque point de l'ensemble de départ, mais il n'arrive pas nécessairement une flèche à chaque point de l'ensemble d'arrivée. L'autre représentation est celle des fonctions de R dans R, ou de sous-ensemble de R. L'ensemble de départ est représenté par l'axe des abscisses et celui d'arrivée par l'axe des ordonnées. L'association qui a x associe f de x est représentée par le point x f de x. Enfin, quand dit-on que deux applications f et g sont égales? L'application f égale l'application g si et seulement si, pour tous les x de l'ensemble de départ, on a f de x égale g de x. Le graphe d'une application f est l'ensemble des couples x f de x. C'est un sous-ensemble du produit cartésien E croix f. Dans le cas des fonctions de R dans R, vous connaissez bien cette notion. Si f est une application de E vers f et g une application de f vers g, alors on définit une troisième application, g rond f, qui va de E vers g. Cette application est définie par la formule g rond f de x est égal à g de f de x. Une application qui sera utile dans la suite est l'identité de E dans E. Elle est simple à définir. À x, on associe x lui-même. Autre exemple, définissons deux fonctions. Une fonction f définie par 1 sur x et une fonction g définie par x moins 1 sur x plus 1. Remarquez que l'ensemble d'arrivée de f est le même que l'ensemble de départ de g. Donc on peut composer f et g. Calculons la fonction g rond f.
G rond f de x est donc égal par définition à G de f de x. C'est donc G de 1 sur x qui est égal à 1 sur x moins 1 divisé par 1 sur x plus 1. Ce qui s'écrit encore 1 moins x sur 1 plus x. Et sur cet exemple particulier, on trouve que G rond f de x est égal à moins G de x. Voici deux concepts nouveaux, importants et délicats, l'image directe et l'image réciproque. Prenons une application f d'un ensemble E vers un ensemble f, et soit A une partie de l'ensemble de départ E. L'image directe de A par f est l'ensemble des f de x pour x parcourant A. Cet ensemble se note f de A. C'est un sous-ensemble de l'ensemble d'arrivée grand F. Sur ce premier dessin, f de A est l'ensemble des points pour lesquels une flèche de A arrive. Sur ce second dessin, f de A est représenté sur l'axe des ordonnées. C'est l'ensemble des valeurs prises par f au point de A. Reprenons notre application f de E vers f. Mais cette fois, partons d'une partie grand B de l'ensemble d'arrivée f. L'image réciproque de B par l'application f est l'ensemble des x tels que f de x appartiennent à B. C'est un sous-ensemble de l'ensemble de départ E et on le note f-1 de B. Sur ce dessin, pour trouver l'image réciproque de B, on cherche tous les points de E dont les flèches arrivent dans B. Sur ce second dessin, B est un intervalle représenté sur l'axe des ordonnées. On cherche tous les points de l'axe des abscisses tels que f de x soit dans B. Sur cet exemple, les points de f-1 de B sont les points de deux intervalles de l'axe des abscisses. f-1 de B est donc ici l'union de deux intervalles. Quelques remarques. L'image réciproque d'un ensemble est une notion plus difficile qu'il n'y paraît. N'oubliez pas que f-1 de B est une notation qui forme un tout. En particulier, nous ne supposons pas que f est une bijection, et il ne faut donc pas parler de f-1 seulement, mais uniquement de f-1 d'un ensemble. Dernière notion, les antécédents. Fixons y un élément de f. Tout élément x de E tel que f de x est égal à y s'appelle un antécédent de y. Autrement dit, l'ensemble des antécédents de y est l'image réciproque du singleton y. Sur les dessins suivants, l'élément y admet trois antécédents par f. Ce sont x1, x2, x3. Sur le premier dessin, on trouve les antécédents de y à l'aide des flèches qui arrivent à y. Sur le second dessin, on trace la droite horizontale qui passe par y. Cette droite coupe le graphe de f au point d'abscisse x1, x2, x3. Encore une fois, ce sont des notions basiques qu'il faut maîtriser. Entraînez-vous. Voici le cœur de ce chapitre sur les ensembles et les applications. Nous allons définir ce que sont des applications injectives, des applications surjectives et des applications bijectives. Soit f une application de grand E dans grand F. Nous dirons que f est injective si pour tout x et x' de E, vérifiant f de x est égal à f de x', alors x est égal à x'. En termes de phrase mathématique, pour tout x, x' appartenant à E,
f de x égale f de x' implique x égale x'. Voici la représentation d'une application injective. Même chose sur cette fonction qui est injective. Si f de x est égal à f de x', alors c'est que dès le départ, x est égal à x'. En d'autres termes, on a bien que si x est différent de x', alors f de x est différent de f de x'. Soit toujours f de grand E vers grand F. Nous dirons que f est surjective si pour tout y de l'ensemble d'arrivée, il existe un x de l'ensemble de départ tel que y est égal à f de x. Autrement dit, pour tout y appartenant à f, il existe x appartenant à E tel que y est égal à f de x. En termes d'image directe, f est surjective équivaut à ce que f de grand E est égal à grand F. Voici deux dessins de fonctions surjectives. Pour chaque y de l'ensemble d'arrivée grand F, on peut trouver au moins un x de l'ensemble de départ qui s'envoie sur y. Regardons un autre point de vue. Je vous rappelle qu'on appelle antécédent de y toute valeur x telle que f de x est égal à y. Ici, les antécédents de y sont x1, x2 et x3. Avec le langage des antécédents, f est injective si et seulement si tout élément y de grand F a au plus un antécédent. Éventuellement, y ne peut avoir aucun antécédent. F est surjective si et seulement si tout élément y de grand F a au moins un antécédent. Voici des exemples de fonctions non injectives. Cette première fonction n'est pas injective car on peut trouver deux éléments x et x' différents qui s'envoient sur la même valeur y. On a donc ici f de x est égal à f de x', mais pas x égale x'. f n'est pas injective. Même chose pour celle-là. On peut trouver deux éléments x et x' distincts, mais qui prennent la même valeur par f. Cette fonction n'est pas injective. Cette fonction n'est pas surjective. En effet, on peut trouver un y de l'ensemble d'arrivée qui n'a pas d'antécédent. Idem pour celle-ci. Elle n'est pas surjective car par exemple la valeur y marquée n'est pas atteinte. Étudions la fonction f1 qui va des entiers naturels vers les rationnels et qui, à x, associe 1 sur 1 plus x. f1 est une fonction injective. Pour le montrer, on part de deux éléments x et x' qui vérifient f1 de x est égal à f1 de x' et nous devons montrer qu'en fait, x est égal à x'. Comme f1 de x est égal à f1 de x', alors 1 sur 1 plus x est égal à 1 sur 1 plus x'. Cela entraîne 1 plus x est égal à 1 plus x', et donc x est égal à x'. C'est vrai pour tous les x et x' qui vérifient f1 de x égal à f1 de x', et donc f1 est une fonction injective. Par contre, f1 n'est pas surjective. Nous devons trouver un élément y qui n'a pas d'antécédent. Comme on a toujours f1 de x plus petit que 1, alors par exemple y égale 2 n'a pas d'antécédent.
Faisons la même étude pour f2 qui va de z dans n et qui, à x, associe x au carré. Cette fois-ci, f2 n'est pas injective. Pour le prouver, on doit trouver x et x' distincts, mais qui prennent la même valeur. Il suffit de prendre x et x' opposés. Par exemple, x égale plus 2, x' égale moins 2, qui sont distincts, mais qui prennent par f2 la même valeur, plus 4. f2 n'est pas non plus surjective. Certaines valeurs y de l'ensemble d'arrivée n'ont pas d'antécédent. Par exemple, y égale 3 n'a pas d'antécédent dans z. Si y égale 3 avait un antécédent x, il vérifierait x carré égale à 3. Donc x serait égal à plus racine de 3 ou moins racine de 3. Mais alors x n'est plus un entier. Donc y n'a pas d'antécédent dans z et ainsi f2 n'est pas surjective. Nous avons tous les ingrédients pour définir une bijection. Une application f est bijective si elle est à la fois injective et surjective. Si l'on combine les définitions d'injectivité et surjectivité, alors f est bijective si et seulement si pour tout y appartenant à grand F, il existe un unique x appartenant à grand E, tel que y est égal à f de x. La phrase mathématique est donc la suivante. Pour tout y, il existe un unique x tel que y est égal à f de x. Ou encore, avec la notion d'antécédent, f est bijective, c'est équivalent à ce que tout élément de l'ensemble d'arrivée est un unique antécédent par l'application f. Voici un premier dessin d'une bijection. Tout point de l'ensemble d'arrivée a bien un unique antécédent. Même chose ici. Toute valeur y de l'ensemble grand F est atteinte par f de x en un seul point x de l'ensemble grand E. Nous allons donner une autre caractérisation des applications bijectives. L'application f de E vers f est bijective si et seulement si il existe une application g de f vers E telle que f rond g est égal à l'identité de f et g rond f est égal à l'identité de E. Je vous rappelle que l'identité est simplement l'application qui à x associe x. Si f est bijective, alors cette application g est unique. On appelle g la bijection réciproque ou l'inverse de f et on la notera f à la puissance moins 1. G est elle aussi une application bijective et sa bijection réciproque est f. Autrement dit, f moins 1 moins 1 est égal à f. L'égalité f rond g égale identité de f est une égalité de fonction et signifie exactement que pour tout y appartenant à f de g de y est égal à y. De même, g rond f égale identité de E signifie pour tout x appartenant à E, g de f de x est égal à x. Si f est une bijection, alors la bijection réciproque f-1 correspond à inverser le sens des flèches. Voyons maintenant l'exemple de la fonction f qui va de l'ensemble des réels R dans l'intervalle 0 plus l'infini et qui est définie par la formule f de x égale exponentielle x. Cette fonction f est bijective et vous savez que sa bijection réciproque est le logarithme. Plus précisément, c'est la fonction g qui va de l'intervalle 0 plus l'infini dans R et qui à y associe logarithme de y. On a bien les deux formules f rond g égale identité et g rond f égale identité, c'est-à-dire exponentielle de log de y est égal à y
pour tout y de l'intervalle 0 plus l'infini, et log d'exponentielle x est égal à x pour tout x réel. Si l'on trace le graphe de f dans un repère orthonormé, alors on obtient le graphe de sa bijection réciproque f-1 par symétrie par rapport à la diagonale d'équation y égale à x. Si l'on a deux applications bijectives, f de E vers f et g de f vers g, alors d'une part, g rond f est aussi une application bijective, et d'autre part, on peut calculer la bijection réciproque de g rond f. C'est g rond f moins 1 est égal à f moins 1 rond g moins 1. Retenez bien que prendre l'inverse d'une composition renverse l'ordre. Terminons par des démonstrations sur lesquelles vous pourrez revenir lors d'une seconde lecture. Nous allons prouver qu'être une fonction bijective est équivalent à l'existence d'un inverse g. Commençons par le sens direct. Nous supposons f bijective et construisons l'inverse g de f vers E. Comme f est bijective, elle est surjective. Pour chaque y appartenant à f, il existe un x appartenant à E tel que y est égal à f de x. On définit alors g de y comme étant égal à ce x. Et on a bien f de g de y qui est égal à f de x qui est égal à y. Ceci est vrai pour tous les y appartenant à f. Donc f rond g est égal à l'identité. En composant à droite par f, on obtient f rond g rond f est égal à identité rond f, donc égal à f. Ce qui en termes d'éléments donne f de g rond f de x est égal à f de x. Mais f est bijective, donc elle est aussi injective. Comme f de g rond f de x est égal à f de x, alors par l'injectivité de f, g rond f de x est égal à x. Ceci est vrai pour tous les x, donc on a l'égalité des applications. G rond f est égal à l'identité. Passons à la démonstration de l'implication réciproque. Nous supposons qu'un tel G existe et nous devons montrer que f est bijective. Montrons d'abord que f est surjective. Soit y un élément de grand F, nous devons lui trouver un antécédent par f. Si l'on note x est égal à g de y, alors on a f de x qui est égal à f de g de y, qui est donc f rond g de y, qui est bien l'identité de y, donc y. Car par hypothèse, f rond g est égal à l'identité. f de x est égal à y, donc x est bien un antécédent de y. Ceci étant vrai pour tout y, f est surjective. Montrons maintenant que f est injective. Partons de deux éléments x et x', tels que f de x est égal à f de x'. Alors g rond f de x est égal à g rond f de x', et donc en utilisant l'hypothèse g rond f égale identité, on obtient l'identité de x est égale à l'identité de x'. Ce qui conduit à x est égal à x', et ainsi f est bien injective. F est surjective, f est injective, elle est ainsi bijective. Passez beaucoup de temps sur ce chapitre. Les efforts en valent vraiment la peine. Pour les mini-exercices, n'oubliez pas qu'être injective et surjective dépend bien sûr de la formule définissant f,
mais aussi de l'ensemble de départ et de l'ensemble d'arrivée.